Le cancer du cavum, c'est l'ensemble des tumeurs développées à partir du nasopharynx. Ce cancer s'individualise des autres cancers des voies digestives supérieures. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un carcinome épidermoïde indifférencié nasopharyngé dit ECNT, c'est-à-dire Undifferentiated Carcinoma Nasopharyngeal Type. Le cavum, appelé également le nasopharynx, le rhinopharynx ou bien l'épipharynx, c'est la partie supérieure du pharynx. C'est une cavité médiane et impaire. Elle est exclusivement aérienne, intervient dans la respiration, mais aussi dans la phonation et la ventilation des oreilles moyennes. Limitée en avant par les fosses nasales, en arrière par la base du crâne, par le sinus sphénoïdal et par les corps du première et du deuxième vertèbre cervicale. En bas, c'est le voile du palais mou et les piliers postérieurs des amygdales. Latéralement, dans les parois latérales du cavum, se trouvent les orifices pharyngés de trempe d'Eustache. Cette situation profonde confère au nasopharynx une position difficile d'accès sur le plan clinique et ces rapports anatomiques expliquent la symptomatologie d'empreinte. Sur le plan éthiopathogénique, le cancer du cavum s'individualise des autres cancers des voies aérodigestives supérieures par les éléments suivants. Premièrement, une distribution géographique très particulière. Le cancer du cavum est essentiellement fréquent dans le sud-est asiatique, notamment la Chine, dans le nord de l'Alaska et le pourtour méditerranéen. L'incidence dans les 3 pays du nord de l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, est de 5 à 7 pour 100 000 habitants. Une répartition à tous les âges de la vie, absence de toute relation avec la consommation de l'alcool et de tabac. Et l'agent pathogène de cette pathologie, c'est l'Epstein-Barr virus, avec un profil sérologique spécifique qui permet de confirmer le diagnostic et permet également le suivi au cours de traitement. Cinquième élément, c'est l'étiologie multifactorielle. Elles peuvent être alimentaires, telles que la consommation de la nitrosamine. Génétique, elle est fréquente surtout chez les sujets avec un profil génétique HLA-B5, surtout en Algérie, HLA-B2 en Chine. Les mauvaises conditions socio-économiques et les infections rhinopharyngées à répétition. Le diagnostic du cancer du cavum. Premièrement, les signes d'appel. Le signe clinique qui est la plus fréquente, qui se retrouve dans 40% des cas, sont les adénopathies cervicales. Elles sont le plus souvent bilatérales et hautes, jugulo-carotidiennes ou bien spénales. Deuxième signe, ce sont les symptômes otologiques, type otite séromuqueuse, hypoacousie et acouphène, qui sont secondaires à un dysfonctionnement tubaire par envahissement ou bien par obstruction de la portion pharyngée de la trempe d'Eustache. Devant une otite séromuqueuse unilatérale chez un adulte, il faut toujours suspecter un processus tumoral du cavum. En troisième position, on a les signes rhinologiques dans 20% des cas, type obstruction nasale unilatérale, un nasonement, une épistaxis ou bien des rhinorrhies plus ou moins sales. Quatrièmement, c'est des signes neurologiques dans 10% des cas. C'est un signe d'envahissement de la base du crâne et des nerfs crâniens, type névralgie de traits jumeaux, bien de glossopharyngien, et les paralysies des oculomotrices. Cinquièmement, on a les signes ophtalmologiques, type paralysie oculomotrice et envahissement de la musculature externe de l'œil. Le diagnostic clinique repose sur les examens cliniques. Premièrement, on a l'examen du cavum, plusieurs méthodes. La rhinoscopie postérieure est actuellement remplacée par la nasofibroscopie souple qui permet de faire un bilan lésionnel et réaliser des biopsies. On va faire également une palpation de la région cervicale à la recherche des adénopathies.
un examen otologique pour apprécier le retentissement de la masse tumorale cavaire sur l'appareil auditif, un examen de l'oropharynx à la recherche d'un éventuel envahissement, un examen neurologique, elle est obligatoire et systématique, et on termine par un examen ORL complet et général. Les examens complémentaires qui permettent de confirmer le diagnostic. On a premièrement la TDM et l'IRM du cavum et de la base du crâne. Permet de confirmer le diagnostic, mais également de chercher un envahissement. La biopsie cavaire avec examen anatomopathologique, qui est généralement réalisée sur anesthésie locale. La sérologie de l'Epstein-Barr virus et la tympanométrie. En cas de cancer du cavum compliqué d'une otite séromuqueuse, la courbe est généralement plate avec une surdité de transmission à l'audiométrie. Pour le bilan d'extension en cas de cancer du cavum, à la recherche des métastases à distance, surtout pulmonaires, osseuses ou bien hépatiques. On a recours à la radiographie pulmonaire du face ou bien la TDM médiasténo-thoracique qui peuvent être complétées par une fibroscopie bronchique. Deuxièmement, c'est l'échographie hépatique. Et troisièmement, c'est la scintigraphie osseuse du corps entier est obligatoire. Le diagnostic différentiel d'un cancer du cavum se fait avec les pathologies suivantes. Premièrement, les végétations adénoïdes, qui sont des formations lymphoïdes qui se développent au niveau de la paroi postérieure supérieure du cavum. Deuxièmement, un polype entrecoinal ou bien le polype de Killian qui se développe au niveau du sinus maxillaire puis s'étend vers les fosses nasales, ensuite en arrière vers le cavum. Troisièmement, un angiofibrome du cavum. Et quatrièmement, avec la tuberculose et la sarcoïdose qui sont des localisations très rares au niveau du cavum. Classification TNM des cancers du cavum, c'est la nouvelle classification 2017. Donc on a 4 stades. Le premier stade c'est le T1, tumeur limitée au nasopharynx ou bien s'étend à l'oropharynx et ou à la cavité nasale sans extension parapharyngée. Parapharyngée, c'est-à-dire les parois latéraux du pharynx. T2, extension parapharyngée et ou infiltration des muscles pterygoïdiens médial et ou latéral et ou des muscles prévertébraux. T3, envahissement des structures osseuses de la base du crâne, des sinus paranasaux, des vertèbres cervicales et ou des apophyses pterygoïdiennes. T4, c'est une extension intracrânienne et ou atteinte des nerfs crâniens, de l'hypopharynx, de l'orbite, de la glande parotide et ou infiltration vers la surface latérale des muscles pterygoïdiens latéraux. Pour l'extension ganglionnaire, on a le NX, atteinte ganglionnaire non évaluable, N0, pas d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux, N1, métastase unilatérale et ou métastase uni ou bilatérale rétropharyngée avec une adénopathie inférieure ou égale à 6 cm au-dessus de rebord inférieur du cartilage cricoïde. N2, c'est la métastase bilatérale inférieure ou égale à 6 cm au-dessus du rebord inférieur du cartilage cricoïde. N3, métastase ganglionnaire supérieure à 6 cm et ou extension jusqu'à la clavicule. Pour les métastases à distance, M0, pas de métastase à distance. M1, présence de métastase à distance. Évolution et complications. En l'absence de traitement, l'évolution se fait vers l'extension. Premièrement, une extension endocrânienne qui peuvent être à l'origine de plusieurs types de syndromes. Par exemple, un syndrome de la fente sphénoïdale, syndrome de l'apex pétreux. Deuxièmement, extension exocrânienne. En bas, c'est envahissement vers l'espace maxillopharyngé. C'est le lieu de passage de plusieurs paires crâniens. Deuxièmement, en avant vers les fosses nasales, vers les sinus et vers l'orbite. En arrière, c'est envahissement des muscles et fascias prévertébraux, à l'origine des torticolés. En dehors, c'est l'envahissement de l'espace pterygomaxillaire avec névralgie de nerfs mandibulaires.
une extension sous-crânienne qui est à l'origine de plusieurs syndromes. Et les métastases à distance, surtout osseuses, hépatiques, pulmonaires, mais également cutanées. Le traitement de cancer du cavum repose essentiellement sur la radiothérapie, à la fois sur le cavum et sur les aires ganglionnaires, à la dose de 65 à 70 Gray. La chirurgie est réservée pour l'exérèse des adénopathies restantes après ou bien à la fin de l'irradiation. La chimiothérapie, le protocole le plus utilisé sont les bliomycine, l'adriamycine, la cisplatine. Se forment de 3 cures de chimiothérapie avant la radiothérapie. Les indications. Concernant le stade 1, T1 et T2 avec 1,0, c'est la radiothérapie exclusive. Pour le T3 et le T4 avec 1,0 N1, c'est la chimiothérapie en premier, puis la radiochimiothérapie concomitante. Quel que soit le T avec 1,2 et 1,3, c'est la chimiothérapie en premier, puis la radiochimiothérapie concomitante. Ces métastases d'emblée, c'est la chimiothérapie. Ces récidives locales après un traitement, c'est la radiochimiothérapie concomitante. Ces récidives métastatiques, c'est la chimiothérapie ou bien la thérapie ciblée. Ces récidives ganglionnaires, c'est l'évitement chirurgical avec plus ou moins une radiothérapie ou bien une chimiothérapie. Généralement, le cancer du cavum est de bons pronostics. Concernant le stade T1 et T2, les récidives locales s'observent dans 10 à 20% des cas. Et 50% des cas, c'est le stade T4. Les récidives ganglionnaires sont rares et les métastases à distance sont responsables d'environ de 30% de décès. La survie, quel que soit le stade, est de 50% à 3 ans et de 35% à 5 ans. Les facteurs de mauvais pronostic sont premièrement l'ossiolyse de la base du crâne, une adénopathie cervicale basse et ou fixée. Troisièmement, les formes différenciées. Ce sont des formes anatomopathologiques du cancer du cavum qui sont moins radiosensibles et sont très fréquents surtout en Amérique et dont le facteur essentiel, c'est la consommation de tabac. Quatrième facteur de mauvais pronostic, c'est les taux élevés des anticorps de la sérologie de l'Epstein-Barr virus après un traitement. Et cinquième facteur, c'est la charge virale élevée. En conclusion, l'Algérie est considérée comme une zone endémique de cancer du cavum. Le traitement à base de radiothérapie et de chimiothérapie permet d'améliorer la survie. Le dépistage précoce grâce à la sérologie de l'Epstein-Barr virus reste le meilleur moyen de lutte contre ce type de pathologie.